Quelles sont les choses les plus scandaleuses dont vous pourriez accuser un pilote ou une compagnie aérienne de faire? Quoi que vous choisissiez, je peux presque garantir que ça apparaîtra dans cette histoire. C'est un récit terrifiant de la manière dont toutes les barrières de sécurité possibles peuvent être franchies si la formation, gouvernance, risque et conformité, la maintenance et simplement le bon sens commun ne sont pas utilisés. Restez à l'écoute. Cette histoire se concentrera sur ce qui est arrivé au vol 821 d'Aeroflot North, mais pour comprendre pleinement et apprécier sa gravité, vous devez d'abord connaître un peu le contexte des pilotes et de la compagnie aérienne impliquée. Aeroflot North s'appelait à l'origine Escadron d'aviation unifié d'Arkhangelsk et a été formé dans l'ancienne Union soviétique en 1963. Elle a continué à exister en tant qu'opérateur domestique principalement régional jusqu'en 2004, lorsque la compagnie aérienne nationale russe de l'époque, Aeroflot, a acheté 51% de ses actions et l'a renommée Aeroflot North, la transformant en une filiale purement régionale d'Aeroflot. Cela a marqué le début d'une très forte expansion de l'entreprise et la direction a rapidement réalisé qu'elle devrait commencer à acheter des avions construits en Occident pour continuer à croître. L'avion qu'ils ont choisi était le Boeing 737-500, qui était parfait en termes de taille et de coût relatif pour l'expansion prévue. 12 737 ont été achetés et en 2006, les autorités de l'aviation russe ont autorisé l'entreprise à commencer à les exploiter. Mais il semble que les autorités n'ont pas regardé de trop près comment ces avions allaient être intégrés à la flotte existante ou comment la formation des pilotes d'Aeroflot North sur ces avions allait être effectuée. Car avant l'arrivée du 737, la flotte d'Aeroflot North ne comprenait que des avions fabriqués en Union soviétique comme le Tupolev Cent 54, le Tupolev Cent 34, l'Antonov 24 et l'Antonov 26. Ce que tous ces avions avaient en commun, c'est qu'ils nécessitaient un équipage de 3 ou parfois 4 personnes, où un ingénieur de vol s'occupait des moteurs et parfois un navigateur effectuait la navigation en route. Cela signifiait que les pilotes qui allaient maintenant opérer le cockpit plus moderne à 2 pilotes du Boeing 737 devaient subir non seulement un changement majeur dans la connaissance des systèmes techniques, mais aussi un changement de gestion des ressources de l'équipage et de philosophie de vol bien plus grand que ce que la plupart des gens réalisaient à l'époque. En plus de cela, tous les manuels et descriptions de systèmes du 737 n'étaient disponibles qu'en anglais, une langue que ces pilotes russes ne comprenaient que très rudimentairement. Maintenant, une connaissance opérationnelle complète de l'anglais était bien sûr nécessaire pour tout pilote opérant dans l'espace aérien international, mais ces pilotes n'avaient volé qu'en Russie jusqu'à ce point et n'avaient donc jamais vraiment eu besoin d'apprendre correctement l'anglais. Les pilotes qui allaient finalement opérer le vol 821 étaient, en plus de cela, également assez nouveaux dans leur rôle. Le capitaine avait 35 ans et n'avait qu'une expérience de vol totale de seulement 3900 heures, dont 2800 avaient été effectuées sur le Tupolev 134 de type soviétique et l'Antonov 2. Il n'avait opéré qu'en tant que premier officier sur ces types et avait encore été promu capitaine sur le Boeing 737 après n'avoir volé que 713 heures sur ce type complètement nouveau. Cela signifiait qu'il était à la fois nouveau sur le type et en tant que capitaine lorsque cet accident s'est produit. Sa qualification de type sur le 737 avait été effectuée aux États-Unis, mais les documents de formation n'avaient pas été sauvegardés, donc nous ne savons pas vraiment comment il s'est débrouillé. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y avait également plusieurs irrégularités dans ces enregistrements de formation en ligne et de check-in ultérieurs, car il semble qu'Aeroflot North ne suivait pas vraiment ses propres programmes de formation approuvés par l'État très attentivement. Avant de se présenter pour le vol 821, le capitaine s'était reposé pendant environ 15 heures, ce qui était plus que le minimum stipulé, mais pendant les 3 jours précédents, il avait effectué de longs vols de nuit avec plusieurs violations graves des réglementations minimales de repos, conduisant à une fatigue accumulative possible. Par exemple, à l'une de ces occasions, il ne s'était reposé que 6 heures au lieu des 12 minimums. On a signalé que sa connaissance de l'anglais était à un niveau acceptable, équivalent au niveau 2 de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur 6, ce qui ne serait pas suffisant pour voler à l'international, mais toujours nettement meilleur que le niveau de son collègue dont nous parlerons ensuite.
Le premier officier avait 43 ans et avait un temps de vol total de 8900 heures, ce qui était en fait plus que le capitaine, mais 7000 de ces heures avaient été volées sur l'ancien Antonov 2 à hélice soviétique. Il avait ensuite volé 1600 heures sur le Tupolev 134 avant de passer au Boeing 737, sur lequel il n'avait, au moment du vol, que 236 heures. Il avait terminé sa formation de type pour le 737 dans un centre de formation à Saint-Pétersbourg et le dossier montrait qu'il avait eu beaucoup de mal pendant ce cours, spécifiquement avec l'utilisation de l'anglais. Cela lui avait causé des problèmes pour suivre les procédures d'exploitation standard et comprendre les manuels et systèmes, mais aussi, de manière cruciale pour cette histoire, il avait montré des problèmes pour gérer l'avion après des pannes de moteur ou avec des quantités significatives de poussée asymétriques. Vous voyez, les deux pilotes avaient auparavant piloté des avions soviétiques qui n'avaient qu'un seul moteur comme l'Antonov 2 ou des moteurs très rapprochés comme le Tupolev Sen-34. Si les moteurs sont rapprochés, l'effet de l'asymétrie de poussée, comme dans le cas d'une panne ou d'un dysfonctionnement du moteur, sera beaucoup moins sévère en raison de la proximité du moteur toujours en fonctionnement. Sur le Boeing 737, où les moteurs sont suspendus sous les ailes et beaucoup plus éloignés du centre de l'avion, les pilotes devraient contrer ce mouvement de lacet avec beaucoup plus de force que ces pilotes n'y étaient habitués et le premier officier aurait apparemment beaucoup lutté avec cela. Il faut également ajouter que dans certains cas, les pilotes venant d'avions de type soviétique n'auraient même pas beaucoup manipulé les leviers de poussée eux-mêmes, car cela était normalement effectué par l'ingénieur de vol sur ces types d'avions. Mais la principale source des problèmes pour le premier officier était, comme je l'ai mentionné auparavant, son niveau d'anglais. Il avait suivi un cours pour débutants, suivi d'un cours d'anglais technique avancé en aviation juste avant de rejoindre la dactylographie. Mais l'école qui lui avait fourni cette formation a été plus tard trouvée sans accréditation et utilisant des enseignants sans aucune expérience pédagogique ou connaissance vérifiée de la langue anglaise. Il est à noter que malgré la formation continue et la qualification des pilotes, la compagnie aérienne ne proposait aucune formation spécifique à la prévention et à la récupération des perturbations de l'avion dans ses programmes. C'est donc l'histoire des pilotes qui nous mène à l'avion qu'ils allaient piloter lors de ce vol, car il jouera également un rôle énorme dans ce qui va se passer. L'immatriculation de l'avion était Victor Papa Bravo Kilo Oscar et était enregistrée aux Bermudes, ce qui est en fait la raison pour laquelle nous avons accès à ce rapport final en anglais. C'était un Boeing 737-505 avec 44 533 heures au compteur et il avait précédemment été exploité en Chine pour une autre compagnie aérienne. Il y avait quelques particularités avec cet avion qui joueront toutes des rôles importants dans cette histoire. Tout d'abord, cet avion était équipé d'un type de directeur de vol différent de la plupart des autres 737 de la flotte Aeroflot North. Il n'avait pas les barres de commande standard. Au lieu de cela, il avait l'ancien type intégré Q ou V bars, où un symbole d'avion en forme de V est utilisé pour suivre un guide en forme de V de couleur magenta. Ce guide V a la même forme que le symbole de l'avion et souvenez-vous de cela. Il convient de souligner une différence essentielle entre les indicateurs d'attitude occidentaux et soviétiques. Dans les instruments occidentaux, le symbole de l'avion reste immobile et l'horizon se déplace à l'intérieur de l'instrument, simulant essentiellement la même vue que les pilotes voient lorsqu'ils regardent à l'extérieur de leur fenêtre. Mais dans les indicateurs d'attitude soviétique, l'horizon reste immobile et c'est le symbole de l'avion qui bouge, montrant aux pilotes une image comme s'ils étaient assis en position de niveau derrière l'avion, le regardant bouger par rapport à l'horizon. C'est une petite mais fondamentale différence qui rend la transition vers le pilotage d'avions occidentaux encore plus délicate pour les anciens pilotes soviétiques, surtout si l'avion commence à adopter des attitudes extrêmes où la prise de décision rapide et la conscience situationnelle sont essentielles. L'autre chose à savoir sur cet avion est qu'il avait un historique enregistré de problèmes avec ses leviers de poussée. Plus précisément, les deux leviers de poussée semblent être ajustés différemment en position médiane, de sorte qu'avec les leviers de poussée côte à côte, le moteur droit produirait nettement plus de poussée que le gauche. Ce n'était pas le cas lors des angles de levier de poussée maximum ou minimum, ce qui indiquait un problème avec le réglage du moteur lui-même ou une sonde de température défectueuse à l'intérieur du moteur droit.
Dans tous les cas, la manière dont cela se manifesterait serait que la manette des gaz extérieurs décalerait les leviers de poussée, déplaçant essentiellement le levier de poussée gauche plus haut que le droit pour compenser et équilibrer la poussée. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'accident du vol Sriwijaya 182, vous vous rappelez peut-être que la manette des gaz extérieurs a un système intégré appelé le système de surveillance de la division de la poussée de croisière. Ce système déconnectera la manette des gaz extérieurs s'il y a trop de différence entre les leviers de poussée, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Il s'avère que cela s'était effectivement produit plusieurs fois sur cet avion dans les jours précédant le vol accidenté, mais au lieu de chercher la cause profonde de la déconnexion de la manette des gaz extérieurs, le bureau d'ingénierie qui avait été engagé pour effectuer la maintenance pour Aeroflot North avait simplement étiqueté la manette des gaz extérieurs comme inopérante. Maintenant, lorsque la maintenance fait cela, elle doit également désactiver complètement le système en retirant les disjoncteurs associés, mettre des colliers sur eux, puis marquer le commutateur de la manette des gaz extérieurs avec un autocollant inopérable, un peu comme celui-ci, mais rien de tout cela n'a été correctement fait, ce qui signifie que les équipages ont simplement ignoré la note dans le journal technique et ont continué à utiliser le système de commande automatique des gaz de toute façon, car cela était probablement beaucoup plus facile. Et cela nous amène à la nuit de l'accident. Mais d'abord ceci. Comment Modo s'est-il comporté en finale? Eh bien, ils ont gagné, bien sûr. Maintenant, continuons. Le 13 septembre 2008, l'équipage, composé des 2 pilotes et de 4 membres d'équipage de cabine, est arrivé à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo vers 0h30 locale. Le premier officier est arrivé en premier avec 3 membres de l'équipage de cabine, suivi peu après du capitaine et du dernier membre d'équipage. Ils ont d'abord passé un examen médical standard qu'ils ont tous réussi, puis ils se sont rendus à la salle d'équipage pour examiner la documentation pré-vol. Le vol était un vol passager normal allant de Moscou à Perm avec 82 passagers réservés, et lorsque les pilotes ont consulté la météo et qu'il n'y avait pas de bosse, cela semblait tout à fait correct. Il était prévu un peu de pluie et de brouillard à leur destination, mais ce n'était pas assez grave pour causer de réelles inquiétudes. Ils se sont ensuite dirigés vers la porte 22, où l'avion était garé, et ont commencé à le préparer pour le départ. Le capitaine a vu dans le journal technique que la manette des gaz automatiques était inopérante mais pas désactivée. Sans personnel technique à proximité, il a probablement supposé qu'elle pouvait encore être utilisée jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau en panne. Le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision de l'avion était aussi inopérant selon le journal technique, mais il pouvait voler sans, donc ce n'était pas un problème majeur. Le premier officier, pilote en vol, a commencé à préparer le cockpit pendant l'inspection extérieure du capitaine. Pour configurer le cockpit du Boeing 737, le système de référence inertiel doit être aligné. C'est un ensemble de gyroscopes laser et d'accéléromètres qui aident à suivre la position de l'avion après qu'une position initiale a été entrée. Ces gyroscopes ont tendance à dériver, ce qui signifie qu'ils ne seront vraiment précis que pendant un court moment après avoir été alignés, et après cela, ils auront besoin de l'aide d'autres systèmes de navigation pour les corriger. Dans les avions plus modernes, cela est fait par les systèmes de positionnement global. Mais il n'y avait pas de système de positionnement global installé sur cet avion, ce qui signifiait qu'il devrait compter sur la mise à jour de sa position en utilisant la vérification croisée des aides radio le long de la route, principalement les stations Very High Frequency Omnidirectional Range, Distance Measuring Equipment. Cependant, le problème était qu'il n'y avait pas de station suffisamment proche sur cet itinéraire pour être utilisé. Cela signifierait que le système Inertial Reference System, qui était le système principal utilisé pour mettre à jour la position de l'avion sur l'affichage de navigation, deviendrait de plus en plus imprécis au fil du temps. Et en plus de cela, le premier officier a également commis une erreur lorsqu'il a entré leurs coordonnées initiales, ce qui signifiait que dès le départ, l'erreur de l'Inertial Reference System était d'environ 1000 nautiques. Mais les informations que nous, les pilotes, obtenons de l'affichage de navigation ne sont vraiment qu'une sauvegarde qui facilite un peu notre vie pendant les conditions d'instrument, et dans les phases de vol où la précision de la navigation est vraiment importante, nous devons toujours vérifier notre position à l'aide d'instruments de données brutes comme les aiguilles Very High Frequency Omnidirectional Range et les aiguilles B ou les pointeurs Instrument Landing System.
Donc, un décalage de carte signifiant que l'affichage de navigation n'est pas totalement précis ne devrait pas être un gros problème, mais nous y reviendrons plus tard. Une fois tout le monde prêt, le capitaine a souhaité la bienvenue aux passagers et le premier officier a demandé le repoussage. 6 minutes plus tard, à 3h, 6h locales, l'avion a commencé à rouler pour décoller de la piste 07 gauche. Malheureusement, il n'y avait pas d'enregistrement vocaux du cockpit disponible pour la phase de roulage, car l'enregistreur vocal du cockpit de l'avion ne couvrait que les 30 dernières minutes de vol. Donc, nous ne savons pas à quel point les procédures d'exploitation standard ont été suivies, mais nous savons que l'automanette inopérante a été activée juste avant le départ, même si elle ne l'aurait vraiment pas dû. Maintenant, puisque le premier officier allait être le pilote en vol, la procédure stipulait que le capitaine aurait dû lui remettre les commandes après que l'avion ait été bien aligné avec la ligne centrale. Le premier officier aurait alors dû augmenter doucement la poussée à environ 40% et laisser le moteur se stabiliser là, car il pourrait accélérer à des vitesses différentes initialement. Et seulement après cela, appuyer sur les boutons TOGA et demander à ce que la poussée de décollage soit réglée. Il s'agit d'une procédure de sécurité critique pour s'assurer que le début du roulage au décollage est effectué correctement et pour éviter une éventuelle perte de contrôle due à une poussée asymétrique à faible vitesse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Au lieu de cela, le capitaine a avancé les niveaux de poussée pendant le virage d'alignement à un angle de 55 degrés, ce qui signifie une poussée de 70,5%, N1 sur le moteur gauche et 84% sur le droit puisque les moteurs n'étaient pas correctement équilibrés. Cela signifie donc qu'il a remis les commandes au premier officier avec une asymétrie de poussée significative au milieu du virage d'alignement. Cela a contraint le premier officier à donner d'abord un gouvernail gauche complet pour aligner l'avion avec la ligne médiane, puis presque un gouvernail droit complet pour maintenir la ligne médiane car le moteur droit poussait maintenant plus que le gauche. Cette augmentation inutile de la charge de travail et de la complexité a signifié que les boutons TOGA n'ont jamais été poussés et que la poussée de décollage correcte n'a donc pas non plus été réglée. Cela a engendré un démarrage plus lent que d'habitude durant les 20 premières secondes. Lorsque l'avion a atteint environ 90 nœuds, quelqu'un, probablement le capitaine, a finalement appuyé sur les boutons TOGA qui auraient activé les directeurs de vol, mais comme la poussée aurait dû être réglée à 60 nœuds et que la manette des gaz extérieurs passe en mode appelé maintien de la manette des gaz à une vitesse de 84 nœuds, la poussée de décollage correcte n'était toujours pas réglée et c'est le travail du pilote de surveillance, dans ce cas le capitaine, de vérifier que cela est effectivement fait. 2 secondes après la rotation au décollage, la poussée a finalement été ajustée à 88% N1 sur les deux moteurs et cela montre que dès le tout début de ce vol, les pilotes ne suivaient pas les procédures normales et semblaient manquer une certaine compréhension fondamentale des systèmes automatiques des avions de bord. Le vol a continué à grimper vers l'est et le premier officier a finalement engagé le pilote automatique B qui resterait engagé pour la majorité de ce vol. Peu après leur départ, l'ordinateur de gestion de vol a mis à jour sa position en fonction du Very High Frequency Omnidirectional Range de Moscou, mais cela n'a mis à jour la position que sur l'affichage de navigation. La position de l'Inertial Reference System n'était toujours pas correcte, et la dérive de l'Inertial Reference System continuait avec une valeur d'environ 1 à 2 milles nautiques par heure. L'avion a continué à monter et a atteint son altitude de croisière juste en dessous de 30 000 pieds ou 901 mètres vers 3h30 du matin. Maintenant, toutes les références d'altitude dans l'espace aérien russe sont mesurées en mètres, donc je continuerai à utiliser cela à l'avenir. Tout au long de la partie croisière de ce vol, la manette des gaz extérieurs est restée connectée et elle a maintenu le niveau de poussée échelonné autour de 13 à 15 degrés à cause de la différence de sortie de poussée entre les deux moteurs. Ce décalage signifiait que le N1 était égal sur les deux moteurs, ne causant aucun dérapage latéral ou problème pour le pilote automatique pour le gérer. Et tant que les critères pour le système de surveillance de la répartition de la poussée de croisière n'étaient pas remplis, l'automanette continuait à fonctionner et autant que nous le sachions, le vol a continué tout au long de la croisière sans aucun problème réel. Lorsque l'avion était à environ 110 000 nautiques ou 200 km de l'aéroport de Perm, le pilote a commencé à discuter de l'arrivée et de l'approche qu'ils allaient probablement effectuer.
Il discutait également de ce qu'était le réglage de la pression atmosphérique au niveau du sol local, et soit dit en passant, c'est une autre différence entre le vol en Russie et à l'Ouest. Les Russes utilisent fréquemment un réglage de pression appelé pression atmosphérique au niveau du sol pour leurs altimètres qui indiquent la hauteur de l'avion au-dessus de l'aéroport d'atterrissage plutôt que l'altitude au-dessus du niveau de la mer utilisée à l'ouest. Le premier officier a tenté de charger l'itinéraire d'arrivée et d'approche dans l'ordinateur de gestion de vol, mais il n'était pas en mémoire. Il a donc dû programmer manuellement les points de cheminement, quelque chose avec lequel il avait d'énormes problèmes. Il ne semblait tout simplement pas comprendre la logique derrière la programmation de l'ordinateur de gestion de vol et demandait beaucoup d'aide au capitaine. Ce travail a pris beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu et à cause de cela, il semble que l'équipage ait complètement omis de faire un briefing d'approche et n'a également pas effectué la checklist de descente. Maintenant, d'un point de vue de la gestion des ressources de l'équipage, c'est une omission très grave, car le briefing d'approche confirme non seulement que tout est correctement configuré, mais établit également le plan de comment l'approche sera effectuée afin que les deux pilotes aient une compréhension commune de celle-ci. C'est également le moment où nous discutons généralement des menaces à venir comme le terrain ou les changements de piste et comment nous allons les gérer, donc le sauter n'est tout simplement pas une option. Le capitaine a contacté le contrôleur aérien pour entamer la descente. Le contrôleur a répondu et les a autorisés à descendre initialement à 4500 mètres, soit environ 14 000 pieds, et a contacté le contrôleur d'approche lorsqu'ils ont passé 5100 mètres. Bien que le premier officier ait réglé la nouvelle altitude autorisée dans le panneau de contrôle, il n'a fait aucun appel et le capitaine n'a pas vérifié l'altitude définie, ce qui constitue une autre violation majeure de la procédure. Ce type d'omission, plus un manque général de communication concernant les changements de mode de pilote automatique, les changements de mode de vol et les autorisations, ont continué tout au long de la descente et en fait aucune des barrières de sécurité importantes qui ont été mises en place après tant d'autres accidents tragiques ne semblent avoir été utilisées dans ce cockpit. En plus des erreurs de procédure, le capitaine a aussi commis plusieurs petites erreurs étranges, comme confondre leur indicatif, se référer à des altitudes incorrectes pour les contrôles de pressurisation, etc. Ce qui indiquait qu'il n'était pas à son meilleur niveau, même avant le début de l'approche. Ce qu'ils ont fait pendant la descente, c'est de critiquer sans raison apparente l'équipage de cabine et le contrôleur de la circulation aérienne, ainsi que de discuter d'autres sujets non opérationnels, enfreignant ainsi la règle du cockpit stérile. Les modes de pilote automatique utilisés étaient en navigation latérale et navigation verticale qui ont fourni une descente au ralenti et donc aucune asymétrie de poussée, mais cela va bientôt changer. Le capitaine demanderait par exemple au premier officier de prendre la radio, ce qui est une tâche de surveillance du pilote, indiquant qu'il prenait plutôt les commandes, mais il effectuerait également d'autres tâches, comme allumer les NTI du moteur, ce qui est une tâche de surveillance du pilote, tout en effectuant sporadiquement des entrées de contrôle. Maintenant, un principe fondamental dans la façon dont nous pilotons le Boeing 737 est ce que nous appelons l'adhésion au domaine de responsabilité. Cela signifie que certaines tâches sont effectuées par le pilote en vol et d'autres par le pilote en surveillance. C'est fait de cette manière pour minimiser la confusion sur qui devrait faire quoi et quand, et c'est extrêmement important dans un cockpit à deux pilotes. Mais cela ne s'est clairement pas produit ici. À 4h49 minutes et 30 secondes, l'avion a dépassé 5100 mètres d'altitude. Le copilote, qui assumait alors les fonctions de pilote en vol et de surveillance, l'a signalé au contrôleur aérien et a été invité à contacter un contrôleur d'approche de Perm sur une nouvelle fréquence. Lorsque le premier officier s'est enregistré, on lui a dit de continuer la descente jusqu'à 2700 mètres, puis de suivre la route d'arrivée Mendelejevo 4 Bravo. Le premier officier a correctement répété l'autorisation d'altitude, mais il a ensuite incorrectement répété l'arrivée à Mendelejevo 4 Alpha, ce pourquoi il s'était préparé dans l'ordinateur de gestion de vol. Le contrôleur l'a corrigé et même s'il a maintenant répété la bonne autorisation, cela semble avoir grandement confus le premier officier qui n'était pas préparé à ce changement de plan. La nouvelle route d'arrivée nécessiterait pas mal de manœuvres différentes de la part de l'équipage, les amenant pour la piste 03, puis vers une balise de localisation appelée PX, suivie d'un virage de base vers l'instrument Landing System pour la piste 21.
La route d'arrivée pour laquelle l'équipage s'était préparé était un itinéraire direct beaucoup plus simple vers un point appelé Sinra, puis un virage vers l'instrument Landing System, probablement celui qu'ils obtiendraient normalement. Maintenant, même si cette arrivée était significativement différente, l'équipage n'a fait aucun type de récapitulatif à ce sujet. Il s'avère que la raison de cette route d'arrivée légèrement inhabituelle était qu'un Airbus A319 de Lufthansa se préparait à partir de Perm et avait demandé la piste 03 pour le départ en raison d'un léger vent arrière sur la piste d'atterrissage 21. Cette nouvelle route d'arrivée créerait une séparation supplémentaire entre le trafic en partance et l'atterrissage du vol 821, mais les contrôleurs n'avaient pas l'intention de changer réellement la piste d'atterrissage. L'équipage a commencé à discuter de la manière de voler réellement sur cette nouvelle route et le premier officier a demandé « En quoi Bravo est-il différent ?» Cette conversation a été interrompue par un membre de l'équipage entrant dans le cockpit, rappelant au pilote que le signe de ceinture n'était pas encore allumé. Le capitaine a répondu qu'il était trop tôt pour cela alors qu'en fait, il était définitivement temps de le mettre. Si un autre membre de l'équipage vous rappelle quelque chose que vous avez oublié, vous devriez toujours les remercier et le faire. Peu importe qui a raison, c'est ce qui est juste qui est important. Mais au lieu de faire cela, le capitaine a apparemment pensé que ce serait une excellente idée de demander à un membre de l'équipage de cabine une tasse de thé à la place. Au milieu de ce changement de navigation compliqué et pendant la descente, et alors qu'elle était probablement occupée par ses propres procédures, et c'est probablement pourquoi elle les avait rappelées à propos du signe de la ceinture de sécurité en premier lieu. Maintenant, il n'est pas clair s'il a obtenu ce thé, mais encore une fois, c'est une chose très étrange à prioriser. À 4h50 et 37 secondes, le contrôleur est intervenu et a expliqué à l'équipage le changement de route d'arrivée. Il a dit Aeroflot 821, attendez-vous à l'approche via un marqueur extérieur et pour votre information, l'avion se prépare pour le départ. Le vent n'est pas adapté pour une direction de 212. C'était une manière assez alambiquée d'expliquer la raison à l'équipage et cela semblait en effet les confondre davantage. Le premier officier a maintenant demandé alors qu'allons-nous faire? Cap actuel? Et le capitaine qui avait repris la radio a de nouveau appelé le contrôleur et lui a demandé à propos du vent et on lui a dit qu'il y avait un vent arrière de 5,7 mètres par seconde ou environ 11 nœuds pour la piste 21. Il a répondu que c'était un vent arrière acceptable pour eux et le contrôleur est revenu et a dit qu'il leur avait seulement donné la raison pour laquelle l'équipage de Lufthansa avait changé de cap de décollage. Pour conclure cet échange, le capitaine a finalement demandé quel cap et le contrôleur a répondu au marqueur extérieur PX. Le capitaine a répété le cap vers le marqueur extérieur Roger, mais sans préciser si c'était via l'itinéraire d'arrivée précédemment dégagé ou directement vers celui-ci. Comme vous pouvez le voir à partir de ces échanges, une certaine confusion semble maintenant avoir commencé à s'installer dans le cockpit et la manière dont le contrôleur interagissait avec eux n'a certainement pas aidé. En raison de la discussion concernant le vent arrière, il semble que les pilotes, surtout le premier officier, ont commencé à penser qu'ils étaient réellement autorisés à entrer dans un schéma pour un atterrissage sur la piste 03 au lieu de la piste 21. Il l'a effectivement dit plusieurs fois au cours des prochaines minutes, mais aucun des pilotes n'a pris la peine de demander réellement au contrôleur de confirmer quelle piste il pouvait prévoir, ce qui serait la chose logique à faire. À partir de ce moment, le capitaine a commencé à paraître très agacé et une analyse ultérieure du discours sur l'enregistreur vocal a montré qu'il était probablement en train de subir une augmentation du niveau de stress alors que le vol continuait. La confusion concernant la piste d'atterrissage a juste continué dans le cockpit alors qu'il se rapprochait de plus en plus de l'aéroport et lorsque le premier officier a demandé au capitaine à ce sujet, il lui a simplement dit que le contrôleur nous le dira. Cependant, il semble que le capitaine ait décidé qu'il allait probablement s'agir de la piste Instrument Landing System 21 après tout, et il l'a inséré dans l'ordinateur de gestion de vol, mais sans communiquer ce fait à son premier officier. L'avion a maintenant descendu à travers 10 000 pieds sans vérification de pressurisation effectuée par le capitaine, ce qui est une autre omission dans ses procédures opérationnelles standards. Vous vous souvenez de cette dérive Inertial Reference System dont j'ai parlé plus tôt?
Eh bien, alors que l'avion se rapprochait de sa destination, cette dérive avait maintenant augmenté à environ 4,5 km, ce qui signifie que la position de l'avion représentée sur leur affichage de navigation montrait une position 4,5 km plus au nord-est que leur position réelle. Cela va bientôt devenir très important. Maintenant, le fait que l'avion ne se dirigeait pas réellement vers leur point de cheminement autorisé aurait bien sûr dû être remarqué par l'équipage en vérifiant l'aiguille de la balise non directionnelle. Cela aurait montré qu'elle pointait ailleurs. Mais la fréquence pour le PX n'avait pas été réellement réglée, probablement parce que le briefing d'approche n'avait pas été terminé, et donc l'aiguille de la balise non directionnelle ne pointait vraiment vers rien. Le contrôleur d'approche pouvait bien sûr voir sur son écran radar que l'avion ne se dirigeait pas vers la balise PX comme il leur avait donné l'autorisation de le faire, mais cela ne le dérangeait pas trop, car cela fournissait en réalité plus de séparation à l'Airbus en partance qu'il n'avait initialement prévu. L'avion a maintenant l'autorisation de continuer à descendre à 2700 mètres ou environ 8000 pieds et d'attendre ensuite une autre autorisation. Les pilotes utilisaient le changement de niveau pour la descente, signifiant que les niveaux de poussée restaient inactifs. À l'altitude autorisée, la manette des gaz extérieurs déplaçait les niveaux de poussée vers l'avant pour maintenir la vitesse et ils se déplaçaient à des angles différents pour garder la même sortie de poussée. L'automanette des gaz n'a pas pu compenser immédiatement, introduisant une asymétrie de poussée. La roue de contrôle a commencé à se déplacer pour contrer ce phénomène. Cependant, cela n'a pas été remarqué par les pilotes qui étaient trop occupés à discuter de la direction que prendrait le prochain virage. Le capitaine pensait qu'ils allaient recevoir un virage à gauche pour intercepter directement l'instrument Landing System, tandis que le premier officier prévoyait qu'il y aurait un virage à droite pour une étape de vent arrière, ce qui serait nécessaire, car ils étaient encore beaucoup trop hauts pour commencer l'approche instrument Landing System. La discussion a été interrompue par le contrôleur, leur demandant de descendre à 2100 mètres, puis de tourner à droite vers le parcours arrière, opposé à celui de l'atterrissage sur la piste. Mais malheureusement, il n'a toujours pas précisé quelle serait réellement la piste d'atterrissage. Il a présumé que l'équipage était au courant. Le capitaine était sûr que le contrôleur faisait référence à la piste 21, ce qui était effectivement correct, mais le premier officier pensait toujours que ce serait un virage à droite pour la piste 03. À ce stade, je veux juste souligner à quel point il était absolument absurde qu'ils soient maintenant au-dessus de la piste, débattant toujours sur la piste où ils allaient atterrir. Mais ce n'était que le début. Étant donné que l'ordinateur de gestion de vol avait probablement été programmé pour se diriger directement vers le point de seuil pour la piste 21 après le PX et que l'avion volait toujours en navigation latérale, cela signifiait qu'il avait déjà commencé le virage à droite, même avant que le contrôleur n'autorise l'équipage à le faire. Cependant, comme l'avion était incapable d'atteindre ce point de seuil à la vitesse à laquelle il volait, environ 220 nœuds à l'époque, il a commencé à tourner à gauche pour revenir à ce point et cela a complètement dérouté le premier officier qui a demandé où il allait. Je ne comprends pas où il va maintenant, ce n'est jamais bon d'entendre cela d'un pilote. Le capitaine a dit au premier officier d'engager la sélection de cap à la place, ce qui était une bonne décision à ce stade. Il lui a également dit de tourner à droite vers le cap 030 degrés pour le vent arrière, alors qu'il continue à descendre. À 4h59 et 23 secondes, l'avion a commencé à se stabiliser à 2100 mètres. Cela a encore déplacé les leviers de poussée vers l'avant pour satisfaire le volume de poussée et au fur et à mesure, une asymétrie de poussée significative s'est à nouveau développée. Mais comme l'avion était en virage à droite et que le moteur droit produisait plus de poussée, cela a créé un dérapage latéral avec une composante de roulis à gauche, ce qui signifie que l'autopilote a dû entrer encore plus d'aileron droit pour continuer le virage. Cela a provoqué la levée des spoilers au-dessus d'une certaine valeur seuil de l'aile droite, satisfaisant enfin les exigences pour que le système de surveillance de la division de la poussée de croisière s'active et éteigne ensuite l'automanette lorsque cela s'est produit. Un voyant d'avertissement de l'automanette s'est allumé, ce qui a été reconnu par les deux pilotes.
Le capitaine a maintenant dit au premier officier de continuer à voler avec une poussée manuelle et cela a rendu les choses considérablement plus compliquées car puisqu'il déplaçait maintenant les niveaux de poussée manuellement, le premier officier les a déplacés en synchronisation, ce qui, en raison de la persistance de la panne de l'équilibrage de la poussée, signifiait que les moteurs commenceraient à produire une poussée asymétrique considérable à partir de là. Aucun des pilotes n'a surveillé le N1 réel sur les instruments du moteur, et parce qu'ils ne l'ont pas fait, le premier officier n'a jamais diagnostiqué la poussée asymétrique et n'a donc pas appliqué de gouvernail opposé pour la contrer. Ce que cela signifiait à son tour, c'est que le pilote automatique devait bouger la roue de contrôle pour essayer de maintenir l'avion sur le bon cap, et cela a effectivement fonctionné pendant un moment, mais seulement tant que le pilote automatique était effectivement engagé. 45 secondes après 5 heures du matin, l'avion s'était finalement établi sur le cap de descente et on lui a maintenant ordonné de descendre à 600 mètres, ce qui était l'altitude d'interception Instrument Landing System d'environ 2000 pieds. Le capitaine a finalement demandé une confirmation pour une approche Instrument Landing System, ce que le contrôleur a fait, et comme la piste Veit était la seule piste avec une approche Instrument Landing System à perm, cela signifiait que finalement l'équipage savait sur quelle piste ils allaient atterrir, bien 12 minutes après que ce premier doute ait commencé à se produire. Le mode auto-pitch de changement de niveau a maintenant été sélectionné afin de faire descendre l'avion avec les volets sans aucun appel, mais les leviers de poussée n'ont pas été déplacés au ralenti. Parce que la poussée avait été laissée à une valeur plutôt élevée par le premier officier, la vitesse a maintenant commencé à accélérer vers 232 nœuds et en changement de niveau, l'avion ne descendra pas à moins que la poussée ne soit réduite. Le changement de niveau est un pitch mode, maintenant principalement la vitesse sélectionnée. Si la poussée est suffisante, rien ne se passera réellement. Avec l'automanette engagée, pas de problème car elle établira la poussée nécessaire pour la descente ou l'ascension selon le niveau sélectionné. Mais en poussée manuelle, vous devez vous en occuper vous-même. Le capitaine a dû voir la haute vitesse, alors il a ordonné aux premiers officiers d'utiliser le frein de vitesse et de réduire à 190 nœuds. La poussée a maintenant été réduite au ralenti, mais encore une fois, en cas de changement de niveau, l'avion privilégiera d'abord la vitesse, donc dans ce cas, il ralentissait l'avion jusqu'à la nouvelle vitesse commandée, sans commencer de véritables descentes jusqu'à ce que cela soit accompli. Cela a vraiment semblé confondre le premier officier qui a demandé plusieurs fois pourquoi il ne descend pas alors qu'il continuait à désélectionner plus de volets et réduisait davantage également et simultanément la vitesse. Le contrôleur a maintenant appelé l'avion et leur a dit qu'ils étaient à environ 16 km de l'aéroport, mais toujours à 1800 mètres, et leur a demandé s'ils étaient réellement en train de descendre. Cela a rendu le capitaine absolument furieux et il a crié « Combien devons-nous descendre? Combien devons-nous descendre ?» À quoi le premier officier a répondu 600 mètres et le capitaine a immédiatement répété cela au contrôleur qui le savait évidemment puisqu'il était celui qui les avait autorisés à descendre à cette altitude. À partir de ce point, le capitaine a commencé à agir de manière vraiment dérangée et l'analyse de sa voix indiquait des niveaux de stress très élevés. Il a maintenant commencé à demander au contrôleur s'il pouvait commencer le virage à droite pour intercepter l'instrument Landing System, ce qui n'était pas approprié de la position où ils se trouvaient, puisqu'ils étaient encore à 1700 mètres ou 5200 pieds, plus de 2 fois plus haut qu'ils ne devraient l'être pour capter la pente de descente à cette distance. Il venait de descendre à travers le niveau de transition où la pression locale doit être réglée sur les altimètres. Donc, le contrôleur a maintenant demandé à l'équipage de confirmer que cela avait été fait et le capitaine a confirmé qu'il l'avait fait avant de demander à nouveau à tourner vers la phase finale. Le réglage de la pression atmosphérique au niveau du sol était le déclencheur pour passer par la checklist d'approche, mais cela n'a jamais été fait non plus. Et en fait, le réglage de la pression atmosphérique au niveau du sol n'a été réglé que sur l'altimètre du premier officier, pas sur celui du capitaine. Quelque chose que la checklist d'approche était en fait conçue pour détecter. Quand le capitaine a demandé pour la 3e fois de tourner vers l'intérieur, le contrôleur a finalement cédé et les a autorisés à tourner à la base lorsqu'ils seraient prêts. Il les a également informés qu'ils étaient à une distance de 20 km de la piste, soit environ 10,8 milles nautiques, indiquant clairement qu'ils pensaient qu'ils étaient encore trop hauts pour commencer l'approche. Pourquoi le capitaine voulait-il tourner vers l'intérieur si tôt? Vous vous souvenez de la dérive de l'Inertial Reference System dont on a parlé?
Le capitaine regardait probablement son écran de navigation qui indiquait une position environ 4 km et demi plus au nord-est qu'il ne l'était réellement. Maintenant, même avec cette erreur, ils auraient toujours été assez hauts, mais pas aussi désespérément hauts qu'ils l'étaient maintenant. Le virage vers la finale a commencé à 5h04 et 15 secondes. Et comme ils étaient plus de 2 fois plus hauts qu'ils auraient dû l'être, le capitaine a décidé de baisser également le train d'atterrissage et d'étendre les volets à 15 afin d'augmenter la traînée. Mais comme il a également demandé au premier officier de réduire la vitesse, l'avion a de nouveau initialement réduit le taux de descente pour atteindre cette vitesse inférieure, les rendant encore plus hauts au-dessus du profil. L'avion a roulé sur un cap de 160 degrés pour intercepter le localisateur Instrument Landing System, qui les aurait amenés à capter le localisateur à environ 9 km de la piste, au lieu des 12,6 km stipulés, rendant totalement impossible de suivre la descente, qui serait bien en dessous d'eux. Mais dans le cockpit, il semblait toujours qu'ils intercepteraient à environ 14 km. Il est probable que le premier officier ait vu le problème à ce moment-là, car les pointeurs Instrument Landing System auraient maintenant été visibles sur son indicateur de direction d'attitude électronique avec les pentes de descente apparaissant en pleine déviation en dessous d'eux. Il a maintenant demandé un volet 30, mais le capitaine n'a pas répondu, car il parlait maintenant au contrôleur d'approche, qui les transférait au contrôleur au sol. Le premier officier a dû appeler 2 fois de plus avant que le capitaine ne réponde enfin. Et ce à quoi il a répondu était vraiment glaçant. Il a dit de tout faire toi-même, volet, poussée, changement, MCP, tout. Maintenant, dire cela à un collègue moins expérimenté au milieu d'une situation très dynamique, compliquée et accélérante est parmi les pires exemples de gestion de la relation client que j'ai jamais rencontrés. En fin de compte, les volets 30 ont été sélectionnés, probablement par le premier officier, ce qui signifie que l'avion était entièrement configuré avec le train d'atterrissage abaissé et les volets d'atterrissage à l'altitude dégagée de 600 mètres. Dorénavant, les événements vont s'enchaîner rapidement. Parce que le pilote automatique était toujours engagé et que l'avion commençait maintenant à se stabiliser, la vitesse a commencé à diminuer rapidement, passant de 150 nœuds à moins de 130, qui était le minimum pour le volet 30. Comme l'avion était en configuration d'atterrissage, il produisait maintenant beaucoup de traînées et certains des retours négatifs que le copilote avait reçus lors de sa qualification de type étaient qu'il n'était pas très bon pour prévoir la poussée nécessaire lors de l'extension des volets et avait tendance à simplement réagir au changement de vitesse avec des mouvements erratiques du niveau de poussée. Et c'est exactement ce qui s'est passé maintenant. Et quand il a commencé à mettre plus de poussée, l'asymétrie de poussée a de nouveau commencé à se manifester, ce qui était son autre faiblesse documentée. L'autopilote, qui était toujours engagé, a commencé à entrer l'aileron pour essayer de contrer le dérapage latéral, mais comme la vitesse était maintenant nettement plus basse, plus d'aileron était nécessaire et l'autopilote a rapidement atteint sa limite de 25 degrés d'entrée de volant de contrôle. Comme il ne pouvait pas faire plus après cela, l'avion a maintenant commencé à tourner lentement vers la gauche à une vitesse d'environ 2 degrés par seconde. Cela n'a pas été initialement remarqué par le premier officier qui était fixé sur le contrôle de la vitesse et pas non plus par le capitaine qui parlait au contrôleur au sol des conditions météorologiques et qui ne surveillait manifestement pas du tout le vol. À 5h06 et 44 secondes, le mode de pilotage automatique latéral roulement a été sélectionné par erreur, puis rapidement changé en VHS Omni-Range Receiver, Localizer. 4 secondes plus tard, le roulis à gauche atteignait 32 degrés et le premier officier a dû s'en rendre compte en regardant en bas. En réaction, il a immédiatement appliqué l'aileron droit, mais comme le pilote automatique était toujours engagé, cela l'a fait passer de VHS Omni-Range Receiver, Localizer à Control Wheel Steering Roll, qui est un mode d'automatisation inférieur, fonctionnant essentiellement comme un cerveau aux entrées du pilote. Le premier officier, peu familier avec la direction à roue de contrôle, a involontairement poussé le manche vers l'avant en entrant sur les commandes, activant ainsi le tangage du volant de contrôle de direction. Donc, à ce moment-là, il pilotait maintenant l'avion avec un contrôle manuel de la poussée en configuration d'atterrissage avec le volant de contrôle de direction, essayant désespérément de comprendre ce qui se passait. Il a d'abord réussi à contrôler le roulis, mais comme il a également ajouté beaucoup de poussée pour retrouver de la vitesse, le moteur sous-monté a commencé à faire monter le nez de l'avion, provoquant une montée.
20 secondes après, il a probablement appuyé par inadvertance sur le bouton de réglage électrique du manche, désactivant le pilote automatique. La forte poussée avait maintenant fait augmenter la vitesse à 160 nœuds et lorsque le premier officier s'en est rendu compte, il a immédiatement réduit la poussée. Mais l'avion a continué à monter, ce qui signifie que la vitesse a rapidement diminué pour revenir à 110 nœuds, soit 20 nœuds en dessous de la vitesse minimale pour un volet à 30 degrés. Que faisait le capitaine à ce moment précis? Eh bien, il n'avait pas du tout surveillé l'attitude de l'avion, il a plutôt réactivé le mode VHS Omni-Range Receiver, Localizer, et comme l'avion était effectivement sur l'axe central, le directeur de vol l'a capturé. Il a ensuite regardé en bas, a réalisé la faible vitesse et a crié « Augmente », ce à quoi le premier officier surmené a répondu en mettant presque plein gaz, provoquant à nouveau un cabrage de l'avion. Ils étaient maintenant montés à 900 mètres, c'est plus de 300 mètres de plus qu'ils ne le devraient, et le contrôleur pouvait évidemment voir cela. Il a maintenant demandé aux pilotes s'ils étaient réellement en train de monter. Le capitaine a demandé au premier officier de vérifier l'indicateur de vitesse verticale et a ensuite confirmé au contrôleur qu'il montait. Le contrôleur a vu qu'il n'y avait absolument aucun moyen pour l'équipage d'atterrir depuis la position où il se trouvait maintenant et leur a dit de tourner à droite en direction de 360 degrés et de descendre à 600 mètres, mettant ainsi fin à l'approche. Mais le capitaine n'était pas d'accord avec cela. Il a plutôt passé la minute suivante à essayer de convaincre le contrôleur de les laisser continuer à atterrir sans faire une seconde approche, ce qui doit être considéré comme de la pure folie à ce stade. Et encore pire, alors qu'il avait cette longue discussion avec le contrôleur, il a effectué plusieurs entrées de contrôle abruptes à droite, faisant d'abord virer d'angle à 17 degrés à droite, puis à 50 degrés à droite quelques secondes plus tard, déclenchant une alerte d'angle d'inclinaison. Rappelons que le premier officier tentait constamment de piloter manuellement durant l'incident. Même le contrôleur a trouvé que la discussion qu'il avait avec le capitaine était un peu étrange et il a même demandé « Est-ce que tout va bien avec l'équipage ?» Le capitaine a répondu par l'affirmative. Après l'avertissement d'angle d'inclinaison, le premier officier a crié « Ah, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» et a ensuite miraculeusement réussi à ramener l'avion de cette inclinaison droite abrupte. Mais en faisant cela, l'avion avait à nouveau piqué à 15 degrés, ce qui a provoqué une autre montée rapide et la vitesse est à nouveau retombée à 113 nœuds. À partir de 5h08 et 25 secondes, les niveaux de poussée ont à nouveau été avancés, ce qui a entraîné une nouvelle asymétrie de poussée et cela a initié un roulis à gauche d'environ 1 degré par seconde. Au cours des 25 secondes suivantes, il semble que le premier officier ait simplement abandonné car il n'y avait aucune entrée ni en tangage, ni en roulis, ni en poussée et lorsque l'inclinaison a de nouveau atteint 30 degrés à gauche avec la vitesse en diminution, le premier officier a simplement crié « Prends-le, prends-le, prends-le ». Le capitaine a apparemment été surpris par cela, ce qu'il n'aurait vraiment pas dû l'être étant donné les montagnes russes sur lesquelles l'avion avait été pendant plusieurs minutes à ce stade. Il a répondu « Prends quoi, je ne peux pas le faire non plus ». Et puis il a brusquement repris les commandes de toute façon et a commencé à entrer de l'aileron à gauche, la même direction dans laquelle ils étaient déjà en train de rouler, augmentant instantanément l'angle d'inclinaison à 76 degrés. Le premier officier a vu cela se produire et a crié au contraire dans la direction opposée, ce qui semblait aider momentanément, mais le capitaine a ensuite continué à faire plusieurs entrées abruptes dans les deux directions. À 5h09 et 14 secondes, le capitaine a commis sa dernière erreur dans ce vol effroyable en donnant presque une pleine entrée à gauche sur son manche. Il est très probable que le style occidental de l'indicateur d'attitude et de direction électronique, surtout avec le directeur de vol VBAR, a joué un rôle dans la perte finale de conscience situationnelle du capitaine. Le directeur de vol VBAR aurait, dans ce cas, été situé en dessous de l'horizon et montrant un virage à droite, ce qu'il devait faire pour se rétablir. Mais dans son état de confusion, l'apparence du VBAR lui a probablement rappelé le symbole de l'avion dans ses avions précédents, ce qui aurait signifié exactement le contraire et l'a amené à tourner dans la mauvaise direction. La conséquence de cela a été que l'avion a effectué un tonneau presque complet, toujours en configuration d'atterrissage, provoquant un angle de descente de 65 degrés à partir duquel il était impossible de se rétablir. L'avion a percuté le sol à une vitesse de 250 nœuds dans un virage incliné à gauche de 30 degrés, provoquant la perte immédiate de toutes les 88 personnes à bord.
Lorsqu'il s'est écrasé, l'avion a percuté une partie du transsibérien qui a été gravement endommagée, mais heureusement, personne au sol n'a été blessé. L'accident s'est produit près de l'aéroport. L'avion a rapidement été trouvé par le personnel de secours de l'aéroport et les pompiers locaux, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part sécuriser la zone et commencer à chercher les boîtes noires. Les boîtes noires ont été retrouvées gravement endommagées. Lorsque les enquêteurs ont pu y accéder, ils ont été choqués par leur découverte. Le non-respect des procédures opérationnelles standards, la faible connaissance technique et la quasi-absence de gestion de la relation client entre les pilotes les avaient amenés à perdre complètement la conscience de la situation et finalement le contrôle de l'avion. Mais ce n'était même pas le pire. Il a été découvert qu'un des passagers avait apparemment envoyé un message à un ami au Royaume-Uni quelques minutes avant le décollage du vol. Le message disait que l'expéditeur était très effrayé parce que le capitaine venait de faire une annonce publique et qu'il semblait totalement ivre. Même si le premier test sur le corps du capitaine s'était révélé négatif pour l'alcool, cela a engendré un nouveau test utilisant des techniques plus détaillées qui ont confirmé que le capitaine avait entre 0,5 et 1 pour 1000 d'alcool dans son sang au moment de l'accident. Cela aurait signifié un taux d'alcool nettement plus élevé au moment du décollage, ce qui aurait expliqué cette annonce publique floue et pâteuse. Ceci, ainsi que la fatigue accumulée possible, probablement expliquée par le mode de parole du capitaine, indiquait des niveaux de stress élevés dès le début de l'approche et pourquoi il a finalement aussi perdu le contrôle. L'enquête a complètement éreinté les autorités de l'aviation russe, la compagnie aérienne, l'organisation de maintenance et les contrôleurs aériens qui étaient de service cette nuit-là. Au total, 40 différentes recommandations de sécurité ont été émises, qui dans certains cas étaient aussi radicales que d'éliminer d'autres lacunes révélées au cours de l'enquête. Certaines comprenaient l'amélioration de la formation des pilotes, notamment la prévention et la récupération en cas de perturbation, la vérification de la maîtrise de l'anglais et une formation supplémentaire lors du passage des avions soviétiques aux avions occidentaux. C'est la première fois que je tombe sur un rapport où tout le système semble avoir échoué, depuis la formation initiale jusqu'à la maintenance, la responsabilité individuelle, les règles et réglementations et l'avion lui-même. Mais je peux honnêtement dire que c'est probablement l'exception qui confirme la règle. Les compagnies aériennes douteuses ne devraient pas opérer. Vérifiez toujours la liste noire de l'Union européenne des transporteurs à risque avant de réserver avec une compagnie inconnue. Je mettrai le lien vers la liste noire dans la description ci-dessous. Au revoir.